Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la capsule, on va aborder le terme de la photogrammétrie et les drones. Donc, qu'est-ce que la photogrammétrie? On a l'impression que c'est récent, mais c'est assez. Ça a été développé dans les années 80. Puis, ça nous permet en fait de déterminer la dimension des objets, moyen des mesures faites sur des perspectives photographiques de ces objets-là. Donc, ça, c'est la définition du robot. Puis la photogrammétrie, je dis moderne, là, mais qu'on entend parler depuis peut-être 10 ans, elle fait souvent référence à l'algorithme SFM, qui veut dire a Structure from Motion. Puis en fait, ça rajoute en fait un algorithme mathématique. Puis ça nous permet en fait d'estimer des structures en trois dimensions et selon des séquences d'images deux dimensionnelles. Euh, donc, en gros, photogrammétrie, on obtient l'information 3D à partir d'images deux dimensions. Donc, on va l'utiliser pour faire des modèles numériques de surface, essentiellement deux surfaces. Puis ensuite, dans le traitement, on va pouvoir peut-être enlever la végétation pour avoir des modèles numériques de terrain. Mais on obtient c'est essentiellement des modèles numériques de surface. Puis on peut l'utiliser aussi pour faire des orthomosaïques. Donc faire une mosaïque de notre vol de drone, puis l'orthorectifier. On a le 3D, puis aussi reconstruire des monuments, par exemple, des monuments historiques ou des bâtiments. Donc l'avantage, c'est que c'est au niveau de la précision géométrique, c'est aussi précis qu'un lidar. Puis ça vient avec la fraction du coût, parce qu'on peut prendre n'importe quelle caméra. On est limité par la précision de notre capteur. Puis maintenant, les capteurs photographiques, les caméras en fait sont assez précises. Euh, euh, Puis on a aussi de l'information sur la texture de l'image, contrairement au lidar. Euh, on peut mettre la couleur en fait sur notre nuage 3D qu'on peut pas faire avec un lidar en fait. Donc pour un rendu visuel, c'est vraiment mieux la photogrammétrie. Euh, Par contre, en fait, on a besoin de GCPs, donc des Ground Control Points, des points de contrôle, qui sont des cibles visuelles géoréférencées à une précision centimétrique. Puis ceux sont nécessaires, en fait, qui vont nous aider à optimiser notre algorithme de photogrammétrie pour vraiment venir avoir le bon rendu géométrique, la bonne forme, en fait. Donc, sans ces points de contrôle-là, on a non seulement c'est pas géoréférencé, mais on n'a pas une bonne optimisation géométrique de la forme. Donc on n'a pas un bon rendu géométrique. Puis l'inconvénient aussi, c'est qu'on ne peut pas atteindre le sol si on a un couvert végétal. Puis on n'a pas aussi l'absorption du laser. Donc souvent avec l'absorption du laser, on peut inférer sur la surface. Euh, donc on n'a pas ça. Puis ça, des fois, le lidar en fait va nous aider beaucoup à traiter la végétation. Tandis que en photogrammétrie, c'est plus difficile. Dans l'algorithme Structure for Motion, en fait, ça a été basé au niveau de l'intelligence artificielle, un algorithme d'intelligence artificielle qui s'appelle les SIF, donc les Scale Invariant Feature Transform. Ça a été développé en 2004. Puis maintenant, depuis 10 dernières années, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle parce que la puissance computationnelle a augmenté de façon exponentielle. Puis, on peut traiter beaucoup de data. Puis, ce que va faire le SIFT, en fait, c'est qu'il va nous permettre de trouver des points d'intérêt dans chaque image. Donc, on voit ici une image, la première, on va nous trouver des points d'intérêt. Puis, quand on va bouger de la caméra, on va avoir une deuxième image. On va dire une caméra 2. Puis, on va regarder, en fait, sur cette image-là, les deux mêmes points d'intérêt. On va faire ça sur toutes les caméras. Puis, on va inférer, en fait, sur notre modèle 3D. Puis, plus qu'on a de caméras, plus qu'on a de différents angles de caméra, mieux notre modèle 3D va être construit en fait. Donc ça ressemble à quoi un SIF? Ça ressemble à ça, donc c'est pas trop inspirant, mais pour nous c'est pas vraiment important. Ce qui est important en fait, on voit la photogrammétrie traditionnelle, ça se passe ici en fait, puis ce qu'on rajoute en fait c'est les SIF. Donc au lieu de trouver des tie points manuellement, on va utiliser les SIF en fait pour trouver des tie points, donc les points d'intérêt sur nos images. Puis à partir des tie points et la position initiale de chaque image,
de chaque caméra, en fait, la position dans laquelle dans l'espace on a pris la photo. On va avoir une optimisation mathématique pour trouver un nuage de points plus dense. Dans les logiciels, vous allez voir, tu as un Typepoint 3D Cloud puis un Dense Cloud. Donc, pour faire la différence, sur un Typepoint, on va parler d'environ 500 000 points. En Dense Cloud, on va être plus dans 5 millions. Donc, on voit qu'on va rajouter des points, rajouter de la texture dans notre optimisation. Puis, on va venir caler nos GCPs en fait sur notre nuage de points. On va lui dire exactement ce point-là que toi tu crois est où dans l'espace. Mais nous, on va forcer ces positions-là. Puis lui va être obligé en fait de contraindre en fait son nuage de points-là, va être obligé de le forcer avec la réalité qu'on lui donne pour mieux optimiser son nuage de points, mieux optimiser sa forme en fait. Puis qui va nous rendre en fait notre Dense Cloud. Puis à partir de notre Dense Cloud, on va créer soit des meshes, des orthomosaïques ou des modèles d'élévation numérique. Donc on va passer en fait d'un nuage de points 3D. Donc chaque point a une dimension en 3 dimensions, un point X, Y, Z. Puis c'est là qu'on va passer, mettons, en 2D, exemple, un raster avec la valeur d'élévation en cellule. À partir de notre nuage de points 3D. Donc il y a plusieurs logiciels. Il y a des logiciels propriétaires, donc des logiciels payants. Qu'on utilise à Lucar, exemple, ça va être HSoft Metashape, que les différents labos possèdent. Puis Félix qui va vous parler de WebODM, qui est presque open, dans le sens que c'est un logiciel open, mais c'est 50$ à vie de licence, ce qui est rien en comparaison à HSoft. Je pense qu'il est comme dans les 2-3 000 par année, je sais plus trop, mais c'est une licence, mais qui est presque gratuite, mettons. Donc on va voir les deux, mais vous allez voir que le workflow est essentiellement pareil. Je vais faire une explication tout à l'heure. Donc, on peut différencier des caméras. En fait, on peut autant partir d'un iPhone qu'une caméra numérique que d'aller dans des espèces de mini GoPro avec des capteurs infrarouges. Donc ça, c'est pour faire du proche infrarouge. Donc si vous voulez utiliser un peu plus la végétation, c'est le genre de caméra plus intéressant parce qu'au lieu d'avoir une image RGB, vous allez avoir une image en infrarouge. Donc vous pouvez inférer sur sur la végétation. Est-ce qu'on peut faire de la photogrammétrie sans drone? Oui. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir énormément de photos du même objet avec différents angles de vue, puis avoir de l'overlap entre chacune des photos. Donc on pourrait avoir un objet d'intérêt, puis tourner autour, puis faire le plus de photos avec le plus d'angles possible. On trouverait ensuite des points d'intérêt, puis on pourrait lancer l'algorithme. Donc l'exemple, c'est souvent utilisé pour des monuments historiques, pour faire ça, donc pour faire de la photogrammétrie à l'intérieur. Donc il n'y a pas vraiment... c'est vraiment... Les drones sont utiles d'un point de vue géoscientifique, mais si on n'est pas là-dedans, on est plus dans le rendu visuel, mais on peut faire la photogrammétrie comme... Donc les principes de photogrammétrie, j'en ai parlé un peu, c'est les photos doivent être le plus oblique possible de l'objet d'intérêt, premièrement. On voit ici qu'on a fait la photogrammétrie avec la caméra sur trépied pour une pente. Puis si on regarde ici, on n'a pas de données en fait, parce qu'on n'était pas assez oblique par rapport, c'est comme un petit replat. Donc on n'était pas assez oblique, donc on n'a pas de données en fait dans cette région-là, mais pour le reste qui est comme... on n'est pas entièrement oblique, mais on a quand même un bon rendu 3D en fait du mur des patrouilleurs au moins le bas. Et on voit ici les trois, on a pris 4 points de photos avec différents angles. Donc on peut faire la photogrammétrie sans drone. Il faut avoir des images obliques le plus possible. Puis idéalement, ça prend 80% d'overlap entre chacune des photos pour justement trouver des tie points entre les photos. Plus qu'on a de photos d'overlap, plus qu'on a de tie points, plus que notre nuage va être précis. Donc pourquoi les drones? On est en géosciences, puis l'objet d'intérêt c'est la surface terrestre. Puis ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a un point de vue qui est un point de vue aérien, qui est unique en fait là, par rapport à notre point de vue à nous. Donc
Donc la surface terrestre elle est assez plate théoriquement, donc si on peut la survoler, on va avoir un bon point de vue. Donc on va avoir des images obliques à notre surface terrestre, à moins d'avoir une falaise. Mais donc ça nous permet d'avoir beaucoup de photos qui respectent les deux principes de photogrammétrie, c'est oblique et overlap. Donc l'obtention se fait rapidement pour une relativement bonne couverture spatiale. On va voir après qu'il y a différents drones qui vont nous aider à obtenir des couvertures différentes. Mais c'est tout ça l'intérêt des drones. Puis maintenant, des drones qui sont rendus très accessibles. Donc on va parler un peu de drones pour le restant de la capsule. Donc au Canada, il y a 3 paliers de réglementation en fonction du poids de l'appareil. Donc si vous avez un drone qui est entre 0 et 250 grammes, aucun permis nécessaire. Donc les Mavic Mini qui sont disponibles au département, ils sont 249 grammes. Donc vous pouvez les voler sans permis. Après, si vous avez tout ce qui est Mavic 2, 3, Phantom, Hotel, tous les autres qui sont plus lourds, entre 250 grammes et 25 kg. 25 kg, ça commence à être un bon drone quand même. Donc la majorité des drones sont là-dedans. Vous allez avoir besoin d'un permis de base qui est essentiellement un permis. Ça ressemble à un permis de bateau, là, c'est un permis de réglementation. Donc, vous n'avez pas d'examen de pilotage. C'est un examen sur Internet qui coûte 40 ou 50, je ne me rappelle plus du prix. Puis, c'est pour savoir où tu as le droit de voler ton drone, quand est-ce que tu as le droit de voler ton drone, puis comment tu as le droit de le faire voler. Donc, c'est un examen de règlement, en gros. Puis, si ça c'est pas nécessaire, vous pouvez aller chercher votre permis avancé qui des drones beaucoup plus élevés, beaucoup plus lourds, pardon. Puis, vous pouvez voler dans des zones prohibées, exemple un aéroport, ou voler au-dessus des foules. Donc ça prend le permis avancé. Parce que le permis de base, en fait, c'est ce que vous allez comprendre. Il y a des zones où vous avez le droit de le faire voler et d'autres non. La plus obvious, c'est les aéroports. Donc quand vous avez un permis avancé, vous pouvez faire permis avancé, demander un permis, c'est pour faire voler dans un aéroport selon X contexte. Exemple pour un aéroport, pour une publicité, whatever. Mais donc c'est ça. Nous, ce que vous allez probablement, c'est soit aucune réglementation, ou si dans votre labo de faire voler des Phantom ou d'autres types de drones, ça va prendre le permis de base, puis qui va vous permettre en fait de voler dans une zone que vous avez le droit, donc pas un aéroport la plupart du temps, mais il faut toujours avoir une vue sur le drone ou avoir un spotter, quelqu'un qui va surveiller en fait l'autre drone, qui peut vous dire par radio où est le drone. Donc voilà. Donc par contre le drone aussi doit être immatriculé entre 250 et 25 kg. Puis c'est ça. Donc les différents types de drones, il y a 2 grandes familles. Vous avez les fixed wing et les quadcopters ou les EXO. C'est 2 types de drones qui vont demander 2 types de pilotage différents. Donc vous avez les fixed wing en fait. Ils sont un petit peu plus compliqués à décoller et à atterrir, mais somme toute ça va super bien. Puis vous avez les quadcopters en fait qui vont décoller comme un hélicoptère en fait. Qui sont plus faciles, du moins plus accessibles en termes de pilotage. Donc les quads ou les exocopters, l'avantage c'est le pilotage, c'est comme un jeu vidéo, c'est super bien fait. Vous avez une manette pour faire monter et descendre le drone, l'autre joystick pour le faire tourner, c'est vraiment intuitif comme pilotage. Puis vous avez votre gimbal en fait qui est le système qui va faire bouger votre sensor, votre instrument ou votre caméra en fait. Puis on peut avoir des payloads, donc une charge montable, donc pour mettre des plus gros instruments qui est relativement élevé en fait. Donc si on a un exemple en haut ici d'un lidar sur un exocopter, qui était un instrument qui est assez lourd en fait. Donc maintenant c'est pas rare de voir des lidars assez performants sur des gros drones. Par contre, le désavantage, c'est qu'on a relativement une petite couverture spatiale par rapport à un fixed wing. Donc, un fixed wing, on a une très bonne couverture spatiale. Par contre, l'inconvénient, c'est que le pilotage est plus difficile et surtout l'atterrissage. Donc, on peut voir ça, c'est un fixed wing que mon frère à l'Université de Sherbrooke a construit.
Puis disons qu'il y en avait plusieurs. Par contre, l'avantage, c'est que c'est les fixed wing, celui-là il est en mousse, donc il y en avait quand même plusieurs, facilement réparables. C'est assez simple comme euh, technologie en fait. Mais tu sais, le pilotage est assez compliqué, mais souvent maintenant il y a des drones assez développés qui viennent avec des bons systèmes d'atterrissage, de décollage, qui viennent avec aussi des bons plans de vol, donc avec un pilotage automatique. Donc ça, ça devient assez intéressant un fixed wing si on a besoin d'une bonne couverture spatiale. Donc ensuite, il y a des drones qui proviennent d'une compagnie ou sinon on peut faire des drones en open source. La plus célèbre, c'est DJI, c'est vraiment le leader de l'industrie. Ils font des systèmes intégrés, drones, plus software, plus capteurs, plus traitement, plus pilotage, qui sont vraiment les meilleurs dans l'industrie. Là, c'est un peu comparable à Mac, dans le sens que l'interface utilisateur est vraiment bien faite. Vous pouvez y aller en open source puis construire de toutes pièces qui va vraiment répondre à vos besoins spécifiques. Si vous devez mettre un capteur spécial, exemple, si vous êtes dans un labo qui travaille sur un radar ou un nouveau détecteur pour l'eau, ou il y a aussi des drones qui vont prendre des échantillons. Donc là, vous pouvez aussi y aller dans l'open. Puis il y a quand même beaucoup d'informations sur comment faire des plans de vol puis un système de pilotage relativement automatisé. Donc il y a quand même beaucoup d'options à ce niveau-là si vous devez avoir un drone spécifique. Mais c'est quand même plus d'ouvrages qu'aller chez DJI qui font des systèmes intégrés qui sont vraiment bien faits et vraiment faciles d'utilisation. Donc le capteur photogrammétrique, c'est la caméra. Puis on peut faire pratiquement n'importe quoi, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes au niveau de la photogrammétrie. Donc la définition du capteur, au moins mégapixels, mais c'est quand même un sujet à débattre. Là. C'est sûr que plus le capteur de la caméra est mieux votre image va être. Vous allez avoir une meilleure résolution, meilleur contraste, votre rendu géométrique va être meilleur parce qu'il y a plus de contraste et il va être capable de trouver des tie points. Donc, c'est sûr, meilleur capteur, meilleur résultat. Ensuite, le format du capteur, donc ça prend au moins, je dis au moins un pouce, là, mais idéalement au moins un pouce. C'est plus ça, idéalement. Ensuite, un obturateur mécanique. Quand un drone va bouger avec des obturateurs, donc le shutter, si on a un shutter électronique, on peut créer de la distorsion dans l'image. Tandis que si on a un shutter mécanique, puis notre drone il va bouger, donc il va être en vitesse, il va être en déplacement, on va avoir moins de distorsion dans l'image. Donc si vous pouvez regarder pour un drone en photogrammétrie, puis si vous allez bouger vite, un shutter mécanique c'est idéal. Puis la longueur focale va influencer la résolution de votre image. Donc vous avez la taille de pixels plus la hauteur de vol divisé par la distance focale de votre capteur, ça va donner votre résolution. Donc voilà. Puis aussi l'orientation du capteur. Donc si vous avez votre gimbal en fait, donc c'est exemple, l'acheter un drone pour faire de la plage, mais également vous voulez faire de la falaise, ben, vous allez avoir besoin de gimbal pour rehausser votre caméra, puis prendre des photos en oblique de votre falaise. Donc pensez à ça aussi si jamais vous avez besoin d'un drone, puis ça dépend en fait qu'est-ce que vous voulez faire. Mais les gimbals aussi, maintenant c'est rendu assez de base un gimbal, mais c'est pas tous les gimbals qui vont avoir autant d'orientation puis d'ajustement de vue. Pour le drone, le choix en fait, le premier c'est le poids, après puis le poids de la charge permise, le poids du payload. Donc le poids du payload, ça va dépendre de c'est quoi l'instrument que vous allez devoir mettre dessus. Si souvent les instruments sont déjà intégrés, vous ne posez pas la question. Puis le poids en fait, vous allez voir les Mavic Mini, c'est le fun, pas besoin de permis, let's go, on prend ça. Par contre, ça vient avec des avantages que plus un drone est lourd, plus il est stable en vol. Après, bon, ça besoin d'une batterie, mais vous allez voir que si vous faites voler un Phantom 4 par rapport à un Mavic Mini, puis un peu de vent, le Phantom 4 il bougera pas. Le Mavic Mini il va prendre l'altitude, il va descendre, il va se tasser parce que même si ils ont des systèmes de positionnement pour avoir un vol stable, 250 grammes avec du vent puis des petits rotors, à un moment donné, c'est pas assez
pour contrer le vent. Donc, si vous avez un drone qui est plus lourd, il a des meilleurs rotors, ben, il va être beaucoup plus stable. Donc, vous allez avoir un vol qui est moins perturbé. Puis aussi, vous allez avoir un pilotage qui est beaucoup plus agréable quand votre mini s'en va d'un bord puis de l'autre parce qu'il y a un peu de vent. Puis, vous perdez le contrôle. En fait, même s'il est en vol automatique, ben, quand vous avez un drone qui est lourd, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, vous avez ça. Le poids du payload, le gimbal, c'est important. Maintenant, c'est rendu assez de base. Là, après, ce que vous en regardez, c'est surtout l'autonomie. Si vous voulez faire de la photogrammétrie, ça va prendre au moins des vols de 20 minutes. Peut-être vous allez en faire 2-3. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte. C'est ce que c'est facile de changer les batteries, est-ce qu'il va garder en compte votre plan de vol. Donc, ça, les températures d'opération, ça, c'est vraiment important. Si vous travaillez dans le nord, sur la neige, ça prend des drones qui sont résistants au froid, surtout. Donc, qui vont être capables de voler à -20, que les batteries sont pas. C'est sûr que les batteries vont être affectées, mais qui vont être moins affectées que d'autres. Est-ce que votre drone est résistant au vent ou à la pluie? Et est-ce que c'est votre drone obtient un module PPK? Ou maintenant, il y a des drones qui peuvent faire du RTK. Donc, ça, c'est un Mavic. Je me rappelle plus du modèle. Mais bref, c'est un DJI qui vient avec en option une caméra thermique, caméra RGB, LiDAR, résistant à l'eau, résistant au vent. Donc là, vous avez tout un système intégré avec un drone qui est lourd, puis qui va être assez robuste. Puis en fait, tous ces drones-là vont venir avec des logiciels de planification de vol. S'ils ne viennent pas avec des logiciels de planification de vol, ben là, c'est beaucoup plus difficile de faire de la photogrammétrie en géosciences. Exemple, quand ils ont sorti le Mavic Mini 2, il n'y avait pas de logiciel de planification de vol, donc là, il fallait tout faire les photos manuellement. Ça devient vraiment comme plus compliqué de faire de la photogrammétrie. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a un logiciel de planification de vol. Donc, planification de vol, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout pour nous, en fait. Donc, nous, on va jouer avec quelques paramètres, puis lui, il va nous faire notre planification de vol, en fait. Donc, il va nous planifier, mais aussi, il va l'exécuter. Donc, ça va faire l'itinéraire du drone dans l'espace. Donc, exemple, on va juste dessiner notre zone d'étude, ici. Puis lui, en fait, il va tout planifier le vol du drone pour avoir un overlap que nous, on va définir. Exemple, on va mettre 80% d'overlap. Mais là, lui, il va s'assurer que toutes ces photos ont 80% d'overlap. Puis, en fait, il va nous dire aussi la résolution au sol de ces images. Puis ça, en fait, on va jouer avec l'altitude du vol. Donc, il faut jouer avec l'altitude du vol pour être sûr de clairer tous les obstacles, mais aussi pour jouer avec notre résolution au sol. Parce que l'overlap plus la résolution va nous donner l'altitude. Donc, si on joue avec l'altitude, on va jouer avec l'overlap puis la résolution du modèle. Donc, la planification de vol va nous aider à gérer tout ça, en fait. Il va nous dire combien de photos il va prendre, c'est quoi l'overlap. Si on veut faire du recoupement, si on veut faire du 3D, c'est-à-dire qu'on va avoir différents angles de vue, si on a beaucoup de 3D à faire, beaucoup d'altitude dans notre système, dans notre zone d'étude. Puis notre résolution finale, en fait. Donc ça, c'est quand on a un plan de vol, ça nous fait tout, ça nous gère en fait tout ça ensemble. Puis c'est vraiment idéal pour la conduite après, parce qu'en fait, on va juste faire exécuter, puis le vol va lever. Le drone va lever, il va aller chercher sa position de départ, puis il va tout faire son vol, il va tout capter ses photos. Puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer qu'il suit son plan de vol, puis que tout va bien. Puis de le récupérer si jamais ça part en couille, mais habituellement, tout se fait bien. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire. Le seul truc qu'il faut prendre en compte après, exemple, si on a beaucoup d'altitude, si on a une falaise, ben, l'altitude du drone, lui, si on lui dit, ok, tu vas voler à 100 mètres, ben lui, il calcule son 100 mètres avec un baromètre dans le drone. C'est-à-dire que du point de départ. Donc, si vous le faites voler, en bas de votre site d'étude, puis votre site d'étude, il monte, puis il y a une falaise. Votre falaise fait 100 mètres, mais lui, il va partir 100 mètres au-dessus de son point de départ. Il va lever 100 mètres,
puis il va faire son plan de vol comme si tout était rabattu à terre en 2D. T'sais. Donc quand il va arriver au bout de du site d'étude, ben, il va foncer dans la falaise, puisque la falaise c'est 100 mètres. Donc ça, il faut prendre en considération là, quand on planifie le plan de vol. Si on sait qu'on part d'en bas puis que notre site d'étude est de 100 mètres, il faut au moins donner un 150 ou un 100 pour être sûr qu'il va clairer tout notre site d'étude. Ou, ça c'est vraiment le best là, en fait, c'est que dans votre logiciel de traitement, vous avez déjà un DEM, exemple au 10 mètres, puis vous êtes en RTK. Votre drone est en RTK, puis il sait c'est quoi le terrain approximatif, puis là il va être capable de faire son pilotage. Ça existe, mais c'est quand même beaucoup plus de paramètres. Mais ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est l'altitude de votre vol, ça va donner votre résolution. Mais il faut aussi prendre en compte les obstacles, parce que son altitude, c'est en fonction de son point de départ. Donc, il existe plusieurs logiciels de Flight Planner. Vous avez, si vous avez un drone DJI, ça va venir avec une application DJI. Sinon, il y a des third party qui vont utiliser les SDK des drones, donc les Standard Development Kit. Ils vont être capables de. Tu vas pouvoir faire des plans de vol, exemple, dans une application comme Pix4D avec un drone DJI. Donc, dans l'application, vous pouvez dire, OK, tu voles quel drone, je vole un drone DJI, puis là, l'application va prendre contrôle de votre drone quand il va faire son plan de vol. Donc, il existe plusieurs, puis ils vont toujours en actualiser, là, parce que après les compagnies de drones vont mettre les SDK publics. Donc, exemple, le Mavic Mini 3, il y a maintenant une application qui offre un flight planner pour ces vols-là, ces drones-là. Donc, j'en ai glissé un peu un mot dans l'autre capsule. Pourquoi un drone RTK ou un module PPK? Donc, un drone RTK, ça va nous donner un pilotage qui est beaucoup plus précis pour les obstacles et les falaises si on lui donne un MNT en premier. Donc, possibilité de faire des plans de vol 3D avec un MNT dans un flight planner. Et notre drone va savoir exactement où dans l'espace parce qu'il va avoir de la correction RTK. T'sais. L'autre avantage, c'est que nos géotags de chacune de nos images, ils vont être de précision centimétrique. Donc, si on est en RTK, le géotag va être directement corrigé. Si on a un module PPK, c'est nous qu'il faut qu'il change de géotag après. Mais on va pouvoir optimiser nos tie points avec une beaucoup plus grande précision. Mais il faut quand même avoir un peu de GCP sur le terrain pour géoréférencer notre point cloud. Donc c'est ça, chaque image possède un géotag mais qui n'est pas corrigé, donc il faut post-traiter le parcours du drone et corriger les géotags, puis lancer la photogrammétrie avec les nouveaux géotags. Donc c'est quoi ça un GCP? J'en ai parlé un peu, Ground Control Point, autrement dit une cible visuelle géoréférencée. Donc nous on va faire le géoréférencement, mais c'est une cible visuelle qu'on va voir sur les images, puis nous dans le logiciel après on va pouvoir dire ok ça c'est la cible 1, puis lui donner un CSV avec la cible 1 avec la position. Puis là après il va pouvoir géoréférencer. Donc on voit c'est des cibles visuelles, c'est une planche de bois avec un X dessiné à Cannes sur de la neige. Donc c'est pas une cible spéciale, c'est juste un repère visuel. Donc théoriquement, tu peux référencer une roche que tu vas être sûr que tu vas voir sur tes images drones. Donc si tu prends une roche, puis finalement, sur tes images drones, tu n'en vois pas parce qu'il y a plein de roches, ben ton ground control il est pas bon. Mais si tu as mis un point blanc, mettons, sur ta roche, ou un point orange, puis ton point orange tu l'as géoréférencé, puis là tu le vois sur tes images, ben là ça devient un GCP. Donc c'est une cible visuelle géoréférencée. Où placer les GCP et combien? On veut des GCP qui vont couvrir l'entièreté de la zone d'étude. Puis le modèle 3D aura beaucoup d'erreurs en dehors des zones couvertes par les GCP. Donc il va y avoir de la misère à optimiser en fait. S'il n'y a pas de GCP, exemple, dans le coin nord de la zone d'étude, s'il n'y a pas de GCP, tu auras beaucoup d'erreurs d'optimisation puis de rendu géométrique. Idéalement, on va essayer d'en placer aussi sur les points les plus hauts et les plus bas de la zone d'étude pour vraiment aller chercher
nos contrastes d'altitude, puis être sûr que nos plus hauts points puis les plus bas points, les autres, sont bien géoréférencés. Ça va être plus facile après de faire le rendu géométrique entre les deux max puis min values. C'est d'avoir une couverture égale, puis on va éviter de faire des clusters dans les endroits les plus importants. Puis, espacement de 400 mètres max entre les GCP, idéalement plus près de 100 à 200 mètres. Mais ça, c'est assez relatif à l'étendue de la zone. Idéalement, le mieux, plus que tu en as, mieux c'est. Après, ça vient aussi de. Tu t'en mettras pas 450 parce que tu n'auras pas fini. Là. Mais, donc, c'est un peu ça les grandes lignes des GCPs. Donc, je vais parler un peu d'un workflow général. Ça, c'est des images à JSOF. Mais je vais faire une vidéo un peu plus calée là-dessus. Puis Félix va vous montrer un WebODM en vrai, en labo. Donc, étape 1, on importe les photos. Puis, on va création du type point. Donc, dans JSOF, c'est assez straightforward. Là, c'est create type point. Puis là, il regarde toutes les photos, puis il essaie de trouver tous les type points. Donc, ça, c'était tous les points, en fait, que lui, les points d'intérêt qu'il a vus en différentes photos. Puis, il va faire une espèce de premier nuage 3D. Ensuite, on va importer les GCPs. Donc, c'est un fichier CSV avec le nom. Ici, on voit GCPs 2 à 9 avec les positions. Puis, ici, DJI, 023, c'est toutes nos photos, en fait. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider visuellement les images individuelles. Donc ici, tu vois, on a la cible 7 avec le chiffre 7 dessus. Puis on va dire, OK, ça, c'est la GCP 7. Puis là, on va en faire quelques-unes pour chacune des... Pour toutes les GCPs, en fait. On va manuellement lui dire dans l'image, ça, c'est la zone 7, la cible 7. Puis à un moment donné, HCF, il va comprendre que c'est la cible 7 parce qu'il va tout le temps l'avoir à la même place. Donc là, il va commencer à te suggérer est-ce que c'est la cible 7. Puis on peut lui dire oui. Puis il va. Il y a comme un flag vert, c'est toi qu'on l'a mis. Le bleu, c'est il pense que c'est ça. Puis le doigt, en fait, c'est une suggestion, mais il n'est pas sûr. Lui, il va utiliser seulement les flags bleus et verts. Mais il ne va pas utiliser les suggestions pour optimiser. Après, on peut aller regarder pour chacune des cibles s'il est placé aux bonnes places, puis les placer nous-mêmes. Les corriger, mais donc c'est ça, donc on va justement placer les ground control points dans nous-mêmes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher la position des caméras. Parce que la position des caméras n'est pas bonne en fait, c'est le GPS pourri du drone. Nous, on veut pas ça. À moins qu'on soit RTK ou en PPK, là, on veut garder. On va cocher la position des GCPs dans HSF, par exemple, pour lui dire, OK, là, tu vas optimiser en utilisant les GCPs. Donc là, il va optimiser le type point. Puis, on va filtrer les type points avec différentes méthodes. Donc, on peut enlever en fait des erreurs de projection à partir d'un seuil, des erreurs de projection, erreurs de reconstruction dans notre type point, donc notre fichier primaire de matching point, de type point. Donc on va filtrer un petit peu juste pour enlever un peu des points erronés. Puis on va faire cliquer sur la baguette magique. Ça, c'est typique à JSOF. Mais WebODM, je suis pas sûr que le même genre, c'est Optimize Camera. Donc là, il va repositionner toutes les caméras, puis il va essayer d'estimer leur position en fonction seulement des type points et des GCPs. Donc là, vu qu'on les a décochés, il va dire, OK, là, les caméras, la position, c'est plus bon. Puis là, je me fie uniquement au GCP. Donc là, il va re-optimiser son type point. Puis ensuite, une fois qu'il a re-optimisé son type point, on peut voir aussi l'erreur de positionnement de chacun de nos GCPs dans JSOF. Puis une fois qu'on est satisfait de ça, on va générer le Dense Cloud. Puis là, il va nous faire la reconstruction, en fait, complète. On va passer d'un type point de 50 000 à comme 500 000 ou 2 millions de points. Puis après, dans le Dance Cloud, on peut faire plein de choses. On peut filtrer par confiance. Pour la végétation, il y a comme moins de confiance que la roche, mettons. Parce qu'il y a plus d'erreurs. Donc on peut filtrer de cette façon-là pour enlever la végétation. Mais
c'est pas parfait. On peut classifier le nuage de points. Donc, c'est une classification de végétation, bâtiment, puis sol. Ouais. Donc là, ça va super bien parce que, tu sais, bon, c'est probablement, il a appris, c'est de l'intelligence artificielle qui a appris à classifier. Donc, s'il n'a pas appris à classifier dans ce genre de contexte-là, la classification va être pourrie. Donc là, dans les milieux urbains, c'est assez bien parce que c'est assez divisé au couteau. Les bâtiments, l'asphalte puis la végétation. Mais c'est les arbres aussi qui sont assez circoncis dans l'espace. Bref, ça fonctionne, mais c'est pas malade non plus comme classification. Donc il y a souvent après de la classification manuelle à faire. T'sais, on voit qu'ici, il y a de la misère à classifier ces arbres. On peut générer un mesh 3D. On peut ensuite modeler les surfaces, des rasters, des modèles d'élévation numérique. On peut générer une orthomosaïque. Donc, ça fait le tour en fait pour l'introduction photogrammétrique. Voir une vidéo comment utiliser sur Agisoft. Puis, Félix va vous faire une démo dans WebODM. Donc, merci.